des Agneaux, c'est l'histoire de l'agent en formation du FBI, Clarice Starling, qui alors qu'elle n'a même pas fini l'académie, va être entraînée dans l'enquête menée par Jack Crawford, chef de la BAU, la Behavioral Analysis Unit, oui c'est la même que dans Criminal Minds, oui, mais avec vachement moins de budget, pour retrouver le tueur en série surnommé Buffalo Bill. Mais ça, Crawford ne l'avait pas prévu. À la base, il envoie Clarice interviewer un autre tueur en série, le docteur Hannibal Lecter, arrêté il y a de ça 8 ans par Will Graham. Crawford et Chilton, le directeur de l'hôpital psychiatrique pour criminels violents de Baltimore, préviennent Clarice de la violence dont est capable le lecteur. Elle doit simplement donner un formulaire à ce dernier pour que la BAU puisse en apprendre plus sur tous leurs cas connus, mais même s'il a l'air intrigué par le personnage de Clarice au départ, Lecter refuse de répondre. En repartant, le voisin de cellule de Lecter fait preuve d'un manque de politesse impardonnable envers Clarice. Lecter va donc lui offrir son premier indice pour pardonner cet acte outrancier. Elle retrouvera la tête coupée de Benjamin Raspail que Lecter affirme ne pas avoir tué lui-même, là où il lui a dit de chercher. Pendant qu'elle tente de déchiffrer tout ce que lui dit Lecter, Buffalo Bill enlève sa prochaine victime, Catherine Baker Martin, la fille de la sénatrice du Tennessee. L'enquête devient alors une course contre la montre pour tenter de la retrouver avant que Buffalo Bill ne lui fasse ce qu'il a fait à toutes ses victimes, découper des morceaux de leur peau et les jeter dans une rivière apparemment au hasard. Starling accompagne Crawford pour effectuer l'autopsie du dernier corps retrouvé au fin fond de la Virginie. Les flics locaux n'apprécient pas que le FBI prenne l'affaire, comme dans toutes les fictions policières des États-Unis. Pendant l'autopsie, Clarice retrouve un insecte dans la gorge de la victime, insecte qui est en réalité un papillon de nuit à tête de mort, le même qui sera découvert plus tard dans la bouche de Raspail, lui là. Après que Lecter ait vraisemblablement forcé son voisin de cellule à se tuer en lui susurrant des mots doux à l'oreille toute la nuit, et après que Chilton ait confisqué toutes ses affaires, Clarice essaye de lui offrir un accord bidon puisqu'il semble bien mieux connaître Billy qu'il ne veuille bien le dire. Bien sûr, il ne mord pas, à l'hameçon, mais accepte de donner des informations à Clarice si elle lui offre des informations sur elle-même en contrepartie. Ainsi, Clarice apprend que Billy croit être transgenre sans l'être réellement. Il a dû être refusé dans les 3 cliniques de transition qui existent dans la région. Et Hannibal apprend que le père de Clarice a été assassiné alors qu'elle n'avait que 10 ans. Le docteur Chilton, qui est un gros con quelle que soit la version de l'histoire, a enregistré tout ça et propose un réel accord à Lecter contre l'identité de Buffalo Bill, ce qu'il accepte mais à la condition qu'il le dise directement au sénateur Martin, ce qui lui permet d'être baladé jusqu'au Tennessee où il rencontre la sénatrice, lui dit des saloperies et le nom hypothétique de Buffalo Bill, puis où il est détenu dans un ancien palais de justice dans lequel se trouve une armée de flics, au rez-de-chaussée uniquement. Au 4e étage, avec Lecter, il y a que 2 vieux gardiens de prison. Je suis sûre que ça n'aura aucune conséquence néfaste. Clarice se fait saquer et a pour ordre de retourner suivre ses cours à Baltimore, ce qui est honnête, hein, c'est juste une élève, mais elle va essayer de parler à Lecter une dernière fois. Il va l'obliger à en révéler plus sur son enfance et ses traumatismes, dont sa tentative de fugue à dos de jument de la ferme où elle avait été envoyée après la mort de son père, qui s'est avérée être une ferme à viande d'agneaux. Des agneaux qui hurlaient la nuit et que Clarice entend encore aujourd'hui. Dans le film, Clarice s'enfuit avec un des agneaux, dans le livre, elle les laisse et veut juste sauver la jument qu'elle affectionne du même sort. Hannibal la remercie en lui redonnant le dossier de l'enquête avec quelques annotations de son cru. Ce soir-là, Hannibal Lecter retrouvera sa liberté en utilisant un stylo que Chilton avait laissé à sa portée dans le film. Dans le livre, c'était un gars lambda qui avait fait cette erreur des mois auparavant. Il parvient à ouvrir ses menottes, tuer les 2 gardiens, voler le visage de l'un d'eux, le jeter sur le toit de l'ascenseur et mettre en scène l'autre au-dessus de sa prison. Il sera amené dans une ambulance, confondu avec l'un des gardes mutilés, tuera les 2 urgentistes qui se trouvaient avec lui et prendra le premier vol pour Rio. Dans le film uniquement. On parlera des différences avec le livre plus tard. Clarice, de son côté, est mise sur la touche par Crawford, qui suivra la piste que Lecter a donnée au sénateur Martin, mais elle va insister pour continuer de creuser ce que Lecter a écrit sur son dossier, reliant ses notes à la première victime. Se rendant sur place, elle va se mettre en tête d'interroger toutes les personnes reliées à la profession de couturière de la victime, puisque Lecter lui a fait comprendre que Billy se cousait un vêtement de femme avec leur épiderme. Pendant ce temps, chez le petit Billy, Catherine parvient à prendre au piège le petit chien de ce dernier, ce qui va empêcher le tueur de faire exactement ça, de la tuer. Clarice sonne à la porte pile poil au bon moment, Billy, qui s'appelle en réalité James, sans S, Gumb, va lui ouvrir. Elle comprend à qui elle a affaire, mais ne sort pas son arme assez vite, et il parvient à la perdre dans les méandres de sa cave. On dirait une métaphore chelou, ça en est pas une. Il coupe la lumière puisqu'il a des lunettes de vision nocturne, mais ça ne va pas empêcher Clarice de vider son chargeur sur lui, puis sa recharge, et pendant tout ce temps, Crawford est dans un autre état avec une armée de flics qui fonce dans une maison vide, dernière petite blagounette de Lecter. Clarice est félicitée pour son travail lors de la remise de diplôme du FBI, elle reçoit alors un dernier message de Lecter qui est toujours en liberté et qui dans le film s'apprête à dîner avec un ami.
Le Silence des Agneaux, c'est l'histoire de l'agent en formation du FBI Clarice Starling qui, alors qu'elle n'a même pas fini l'académie, va être entraînée dans une enquête menée par Jack Crawford. Mais ce n'est pas tout à fait la même Clarice, ce n'est pas non plus le même Crawford, ni même le même Hannibal Lecter. Bon, Chilton, il change pas beaucoup. On a droit à plus de personnages, dont Brigham, qui est le supérieur de Crawford, et Burrow, qui est le prof de tir de Clarisse. Je les cite parce que je vais en parler plus tard, comme ça vous savez qui c'est. On a plus de détails sur eux, et plus d'interactions qui incluent souvent une misogynie au goût si délicieux des années 80, qui pue la clope, la poussière et la couleur marron. On a une Clarisse plus vulgaire, beaucoup moins sympathique, beaucoup plus grossophobe, et teintée de misogynie internalisée qui n'est en fait qu'un des nombreux symptômes du syndrome des personnages féminins écrits par des mecs. On a un Crawford rendu plus agréable par la présence constante de sa femme mourante, et un lecteur qui est tellement loin de l'image du gentleman cannibale qu'on connaît dans l'imaginaire collectif. Cet Hannibal-là est vide d'inhibition, il est capable de pisser devant une foule d'inconnus, de se mettre accroupi en sautillant et en hurlant une comptine sans ressentir une once de honte, et en te regardant droit dans les yeux. Et surtout, dans Le Silence des Agneaux, on a un Buffalo Bill qui n'est pas simplement une excuse pour faire avancer la relation entre Hannibal et Clarisse, non, là c'est tout un personnage avec ses peurs, ses frustrations, ses dégoûts, ses idiomes, son propre monologue intérieur, au milieu de ceux de Clarisse, Crawford, Catherine et Lecter. Oui, donc Le Silence des Agneaux n'est pas Le Silence des Agneaux. Voyons ensemble pourquoi. Clarisse nous est présentée au travers d'une introduction qui aujourd'hui peut paraître un tantinet cliché, mais qui reste sacrément efficace. D'une séquence en forêt avec notre protagoniste qui fait de la course à pied, on tombe sur des obstacles, donc il s'agit d'un terrain d'entraînement, et puis paf, FBI, on découvre un personnage en formation, qui est en bonne forme physique, résiliente, mais pas pour autant masculine. Quelqu'un vient lui dire d'aller voir le patron, on traverse l'académie, voyant un peu toutes les classes qui s'y trouvent, trajet qui se termine par ce fameux plan d'une minuscule Jodie Foster habillée en gris, coincée dans un ascenseur plein de gars baraques habillés en rouge. Entre les carrures, la couleur violente et les regards jetés à la seule nana présente, niveau oppression constante que les femmes ressentent dans des cadres majoritairement masculins, ça se pose là, et ça pose le sous-texte dès le départ. Clarisse va devoir faire face aux obstacles physiques, intellectuels, à tout ce qui vient avec un job sur le terrain pour le FBI, ainsi qu'à un patriarcat qui ne va pas l'aider, voyons, mais plutôt lui mettre des bâtons dans les roues. Oui, si vous faites partie des gens contents parce que je parle jamais féminisme dans mes vidéos, pas comme les autres nanas sur YouTube, vous allez en bouffer quand je parle d'un film dont c'est le thème principal, hein. Bye bye. Suite à cette introduction, on va rencontrer notre casting masculin principal en enchaînement au travers des yeux de Clarisse, de manière particulièrement littérale. La caméra est placée en POV, donc point of view, ce qui est l'équivalent d'une caméra à la première personne, comme on dit dans le jeu vidéo. Mais ce point de vue, on ne l'a pas que du côté de Clarisse, mais aussi des personnages avec qui elle parle. Donc d'abord, on a Crawford, son supérieur, un homme qu'elle respecte et qui l'impressionne un peu quand même, qui est physiquement plus grand qu'elle, jusqu'à ce qu'il lui dise, ou plutôt lui ordonne, de s'asseoir. On a un peu la même impression d'oppression que quand on passe un entretien d'embauche, vous savez. Certes, nos regards sont au même niveau, mais le statut social, lui, est bien différent. Ce niveau d'égalité factice est imposé par Crawford, on est dans son bureau, il y bouge avec aisance, il est habillé pour travailler, alors que Clarisse, elle, ne sait pas où se mettre, est encore en jogging plein de transpi et attend ses ordres. Elle ose poser des questions, mais on sent qu'elle aimerait en dire plus et que de son côté, ça ferait bien chier Crawford. Lorsqu'elle se lève, son regard reste au même niveau que la caméra. Mais celui de Crawford aussi, alors qu'il est assis. La caméra est en très légère plongée, et le plan est tellement serré et le visage de Crawford tellement face cam qu'on ne ressent pas de supériorité physique entre Clarisse debout et Crawford assis. Donc l'égalité de niveau établie par la caméra auparavant était bien factice. Crawford restera en contrôle quoi qu'il arrive, mais ces deux personnages sont alliés. Ils se respectent mutuellement et vont s'aider tout du long. Donc l'échange est cordial, avec un certain déséquilibre de pouvoir que Crawford tente maladroitement de calmer pour mettre à l'aise Clarisse et la convaincre de l'aider à communiquer avec Hannibal Lecter, sans pour autant l'effacer complètement, puisqu'il a l'air de vouloir conserver son autorité de chef. Légère parenthèse, mais le casting de Crawford me semble parfait pour cette figure d'autorité bienveillante mais pas tout à fait sereine, puisque Scott Glenn n'a pas une carrure très imposante, tout en étant quand même grand et en ayant ce regard perçant et doux mais fatigué qui est attribué à Crawford dans le livre. Ce Crawford n'est pas aussi développé que celui du bouquin, il est loin d'être aussi torturé, mais la gueule qui lui est donnée nous en raconte déjà pas mal. Après Crawford, c'est au tour de Chilton, le personnage qui, au fil de mes visionnages et de mes lectures sur tout ce qui est Hannibal, me sort par les trous de nez comme rarement un personnage de fiction a réussi à le faire. Même Wesley Crusher, il m'énerve pas autant. C'est pour vous, mes petits nerds de Star Trek, bisous. Donc Chilton, lui, a une carrure beaucoup plus petite et moins svelte que Crawford, son regard debout est naturellement au même niveau que celui de Clarisse, on le rencontre
assis pendant que Clarisse est debout, tout comme la scène précédente entre Crawford et Clarisse. Cette fois-ci, c'est Chilton qui est dans la même très légère plongée que Crawford, celle qui nous donne l'impression d'un regard droit et qui fait un joli raccord entre les deux scènes, mais Clarisse, elle, n'a plus ce même regard caméra. Avec Crawford, elle le regardait droit dans les yeux dès qu'elle le pouvait. Ici, on est sur un plan 2/3 classique, dans les champs contre champs. Pour moi, ça nous montre rapidement qu'elle est cette fois-ci loin du respect et de l'autorité que lui inspirait Crawford. Dans son attitude, elle refuse catégoriquement de paraître réceptive aux avances de Chilton, ce que toute nana ayant eu affaire à des mecs relous saura reconnaître. Ne surtout pas leur donner l'opportunité de même espérer qu'ils vous intéressent, sinon ils ne vous lâcheront plus. Non, Clarisse n'est pas du genre à jouer le jeu de la misogynie d'en face et elle nous le montre de suite. Si t'es un gros lourd, tu vas aller te faire voir de manière juste assez polie pour qu'on ne puisse rien reprocher à Clarisse. Chilton est au départ tout souriant, tout content en la voyant arriver, mais une fois qu'elle l'envoie bouler assez lourdement pour qu'il le comprenne, il va devenir extrêmement désagréable et va la traiter comme... c'est difficile à décrire, mais il est vexé, le bougre. Donc elle devient une ennemie, ce qui va jouer sur son attitude pendant tout le reste du film. Il se braque, devient froid et condescendant et arrête petit à petit de regarder ses yeux, donc la caméra. Il finira même par ne plus se tourner pour lui parler. Sauf pour lui foutre les jetons en lui montrant ce qu'Hannibal est capable de faire, alors qu'ils sont tous les deux derrière des barreaux éclairés de rouge, histoire de faire une image bien oppressante et qui rappelle un peu celle de l'ascenseur. Mec, barreau, rouge, rouge, et Clarisse perdue là-dedans. Oh, et on a ici un parfait exemple du non-respect de la règle des 180 degrés efficace. Un échange en audiovisuel, ça ressemble souvent à ça. Les deux persos discutent, et pour changer d'angle, on va cadrer vers l'épaule de 3/4, centré ou avec un espace libre devant le personnage pour laisser respirer un peu. Et le plan suivant sera le contre-champ de ça, en gardant la caméra du même côté des acteurs, d'où le nom de la règle des 180. La caméra ne doit pas sortir des 180 degrés dans laquelle elle est placée au début du dialogue. Sinon, on désoriente le spectateur, on ne saura plus qui et où, et comme toute règle du cinéma, c'est toujours une bonne idée de la respecter. Sauf si on a une bonne raison pour ne pas le faire. Ici, Clarisse observe la photo d'une infirmière défigurée par Lecter, en contre-plongée, illuminée principalement de la lumière rouge violente. Elle a l'air profondément perturbée, nous spectateurs ne verrons jamais ce qui se trouve sur cette photo, mais sa réaction nous suffit à imaginer le pire, aidé bien sûr de la description qu'en fait Chilton. Et alors qu'on se concentre sur Clarisse, on change de plan pour traverser la fameuse ligne des 180 degrés et retrouver Chilton en plongée, vénère, excentré non pas pour laisser de la place entre lui et Clarisse, mais pour le coller justement à l'endroit où elle est censée se trouver. Ça nous donne cette impression de petite fouine qui prend un plaisir vil à décrire un acte atroce et observer la réaction de Clarisse au plus près possible. Il est à l'opposé de ce que ressent Clarisse. Donc on oppose la contre-plongée et on traverse les 180 pour déranger la perception du spectateur volontairement, pour rendre le personnage lui-même dérangeant. Chilton est déjà bien dégueu depuis le début, mais ici il devient détestable en quelques secondes. D'ailleurs, quelques instants plus tôt, il dit à Clarisse que Hannibal le prend pour son némésis, ce qui pour tous ceux qui n'ont pas lu le livre est totalement faux, hein. Hannibal le considère plus comme une vermine qu'autre chose. Et alors qu'il dit ça, il a un petit sourire complaisant, premier indice du fond égo-crassieux du personnage qui va se révéler complètement dans cette courte scène. Là aussi le casting est très bien, hein. Anthony Heald a une putain de tête à claque, mais aussi de gros lourd qui peut être bien sale quand il veut. Désolé, j'ai aucune idée de si le monsieur est comme ça, mais en tout cas, il a la gueule. Je me suis toujours dit que dans la série, ils avaient choisi le même gars, juste en un tout petit peu plus sexy d'ailleurs. Mais plus tard ça. Une fois que Clarisse se débarrasse de Chilton, qui a la gueule d'un gosse à qui on a volé son jouet, on a un nouveau POV de Clarisse qui observe la station des gardes, où les 3 hommes présents lui jettent des regards. On s'arrête sur Barney, qui est un personnage important du livre, mais qui dans le film est très anecdotique. J'avoue que ce POV là, j'ai du mal à lui trouver une explication d'un tel haut, hein. Cette pièce n'a pas d'importance dans l'histoire, et Barney non plus, non. Si, on voit un peu les regards masculins normaux avec des énormes guillemets qui peuvent être portés à Clarisse. Pas aussi oppressants que dans l'ascenseur, pas aussi admiratifs que celui de Crawford, pas aussi crasseux que celui de Chilton, juste des gardes qui checkent qui est là. Et Barney qui est un bon gars. Et enfin, après avoir vu Clarisse dans 2 déséquilibres différents face à Crawford puis Chilton, et suite à une séquence longue d'escaliers, d'instructions et de petites histoires de défiguration à coups de mâchouillage, Clarisse est laissée seule dans le couloir sombre où la seule lumière est celle du monstre qu'elle va devoir comprendre et convaincre, le docteur Lecter. Le POV suivant, de Clarisse qui traverse le couloir, là, celui-là, il est gênant. Une suite de gars qui n'auront et ne verront plus jamais de femmes de leur vie, qui n'ont plus à avoir d'inhibition puisque la société les a déjà recrachés, et qui vont servir de prémisse à ce que le voisin de cellule de Lecter va faire à Clarisse, et qui va donc déclencher un peu tout le scénario. En ce sens, je me dis que le POV juste avant, là, que je disais qu'il avait pas de sens, nous sert en réalité juste de rappel de l'idée même de POV, en le plaçant dans un contexte plus calme, bien éclairé et statique, avant de nous en montrer un qui a du sens, qui est sombre et qui est en mouvement. Ça fait aussi, bien sûr, monter la tension.
l'appréhension de ce que va être le lecteur. Comme dans Manhunter, ces POV nous obligent à aller aussi lentement que le personnage, à nous faire ressentir son malaise en traversant ce couloir, et la peur qui lui monte au ventre. Est-ce qu'elle va tomber sur un fou excité comme les deux autres là, un dépressif comme celui-là? On est à 20 minutes de film, 20 minutes à en apprendre de plus en plus sur lecteur, à voir la haine, la fascination, la terreur qu'il peut causer, et à se rapprocher petit à petit physiquement de lui. On vit chaque étape que Clarisse doit suivre jusqu'à ce qu'on le découvre à travers ses yeux, et c'est un petit monsieur bien coiffé sous une lumière bleue. La séquence qui suit, c'est une des séquences qui a été la plus décortiquée du cinéma, donc je vais pas parler de tout, parce qu'il faut pas déconner, on a 5 films, 4 livres et 2 séries à voir en tout là, mais je vais continuer sur les jeux de regard et de POV. Au début, Clarisse et Hannibal sont au même niveau. On retrouve les 2 regards caméra de la séquence de Crawford. Une égalité qui cette fois-ci n'est pas imposée ni factice, puisque aucun de ces 2 personnages n'a l'avantage absolu. Hannibal, de ce qu'on sait, a l'avantage intellectuel, mais il est dans sa petite boîte, alors que Clarisse a l'avantage autoritaire, ce qui ne vaut plus grand chose pour un homme qui est déjà en prison H24. Le réel avantage de Clarisse, selon moi, c'est sa liberté. Au fil de la conversation, les 2 tâtent le terrain et établissent une certaine forme de respect cordial. Encore une fois, je vais pas inspecter le texte, ça ferait vraiment trop. Par contre, à un moment de la discussion, Clarisse s'assoit. Naturellement, elle doit regarder vers le haut pour regarder Lecter. Mais le POV de Clarisse, celui que l'on suit depuis le début, nous montre Hannibal Lecter qui regarde toujours droit devant lui, en plein dans la caméra. La scène ne respecte pas les règles physiques établies, puisque selon moi, ce regard, c'est ce que Clarisse ressent et non pas ce qu'elle voit. Crawford jugeait ses compétences, Chilton son physique. Après tous ces hommes qui arrivent à la prendre de haut tout en étant à son niveau, voire en dessous, Lecter a la possibilité de littéralement la prendre de haut, mais ne le fait pas. Clarisse est son égal à lui parce que Clarisse l'a traité comme son égal à elle, contrairement à tous les agents et psychiatres qui tentent sans cesse de parler à Hannibal sans succès. Vous avez eu son psy? Si tout le monde le traite comme ça, pas étonnant qu'il n'accroche qu'avec Clarisse. On en apprend sur les 2 personnages avec ce jeu de regard et on a un avant-goût de la relation étrangement amicale, respectueuse mais surtout honnête qu'ils vont développer tout au long du film. S'il y a une chose qu'Hannibal Lecter chérit, quelle que soit l'œuvre dans laquelle on le retrouve, c'est l'honnêteté. Certains diront la politesse, mais ça pour moi c'est que dans les films. Dans les bouquins, Hannibal est un gros dégueulasse très loin d'être poli, mais il est toujours honnête avec les gens qui le sont envers lui. D'ailleurs, dans Le Silence des agneaux, le moment fatidique où Clarisse perd sa confiance et son respect, c'est lorsqu'elle est malhonnête, pas mal polie. Ce n'est pas un hasard si toute cette intro est très souvent analysée en école de ciné, c'est hyper efficace, en très peu de temps on a beaucoup d'infos qui nous sont transmises sur l'affaire criminelle qu'on va suivre et sur les personnages qu'on croisera, tout en étant une montée de tension constante vers l'antagoniste principal du film jusqu'à l'apogée de sa rencontre. On a des jeux de caméra intelligents qui nous racontent subtilement, mais pas trop non plus, ce qui se passe sous les dialogues de nos personnages, des jeux de couleurs entre le rouge de la violence masculine constante et le bleu qui entoure Hannibal qui n'utilisera jamais cette même violence contre Clarisse, des rapports de force ou d'équilibre qui détermineront les actions de tous les personnages tout au long de l'histoire, le tout sur des dialogues, quand même j'en ai pas parlé mais punaise, la désinvolture de Crawford face à l'affaire Buffalo Bill qui se transforme en colère teintée de peur quand il parle de Hannibal Lecter. La crasse de Chilton qui se change en joie enfantine de collectionneur fasciné par ses jouets et l'attention que ça lui apporte. Cette suite de règles à suivre pour pas se faire bouffer le visage par un psychiatre cannibale là. J'avais dit que je parlerais pas trop du texte flûte, mais c'est du caviar tout ça. Et y a pas une seule fioriture inutile. Tout est efficace. Ce qui me rappelle pas mal le rythme du livre lui-même, qui est très rapide et sans fioriture lui non plus. Des chapitres courts, des actions qui s'enchaînent, chaque détail qui aura un sens, et ça j'en parlerai quand on discutera de l'adaptation. Enfin quand on discutera, quand je vous lirai mon script dans le vide abyssal sans réponse possible qu'est cette vidéo. Bon, Clarisse va devoir faire face à une misogynie ambiante constante, dès ce plan-là, mais plutôt que de se perdre dans la confrontation, elle va faire le choix de prouver à tous ces hommes qu'ils ont tort de ne voir en elle que l'image construite qu'ils ont en tête de ce que sont toutes les femmes. Si elle ne part pas dans une confrontation directe, qu'elle n'envoie pas chier Chilton plus violemment par exemple, c'est en partie parce que pour réussir sa carrière, elle ne doit pas faire trop de vagues, ce qui est déjà bien déprimant en soi et un sujet très vaste à lui tout seul, et en autre partie parce que beaucoup de femmes savent très bien malheureusement qu'une confrontation ne mènera à rien. Ça ne changera pas la vie de ces mecs, ça n'arrêtera ni leurs remarques ni leurs regards, ça ne donnera rien. Donc Clarisse va laisser couler, la tête haute, comme nous le montre ce premier plan très littéralement, serrer les dents, les ignorer et monter les échelons dans son boulot pour leur prouver ce qu'elle vaut. Enfin, la formulation leur donne trop d'importance là, elle va plutôt les laisser dans la poussière pendant qu'elle vit sa meilleure vie. En tout cas dans le silence des agneaux. Je vais te défoncer, toi, tu vas voir. Ça se voit un peu moins dans le film, où Clarisse est présentée comme bonne élève mais pas parfaite, mais dans le livre, elle est clairement en tête de classe, la meilleure en tir spécifiquement. Waouh.
Ouais, bah, on va en reparler, mais le bouquin a ses propres soucis de misogynie en dehors des personnages masculins lourds et de ce que Clarisse est là pour pointer du doigt. Cette mise en lumière du sexisme banalisé des années 80 dans le livre, et qui reste le même aujourd'hui, youpi, cette mise en lumière donc est éclipsée par le fait que le monologue intérieur de Clarisse est un tantinet misandre, hyper grossophobe et misogyne aussi. Cette misogynie internalisée, ça n'est pas nouveau, beaucoup de femmes, moi y compris, l'ont ressenti et ont du mal à s'en sortir. En grandissant entourées par cette idée constante que ce qui est féminin est mauvais, le meilleur exemple étant les boys bands qui sont créés entièrement pour plaire aux filles et qui sont ensuite moqués partout, y compris dans les journaux parce que les filles les aiment. Allez vous faire foutre avec le peu de respect que je vous dois, en plus de l'idée que ce qui est masculin est positif, ça nous pousse littéralement à nous détester nous-mêmes. Clarisse est touchée par ça, dans le livre elle traite les victimes, des femmes qui viennent d'être dépecées par un tueur en série qui récupère leur peau, des femmes qui ne sont plus là pour se défendre, qui ne vont plus pouvoir vivre leur vie, elle les traite tellement mal. Et donc cette femme est morte et ta conclusion c'est que tu es heureuse de ne pas lui ressembler. Bref, le meilleur choix d'adaptation fait dans le film, selon moi, c'est de ne pas réellement utiliser la Clarisse du livre. Celle-là est beaucoup plus vulgaire, ce qui n'est pas mauvais en soi, hein, soyons clairs. Elle parle des hommes comme eux parlent des femmes, même si c'est plus tranquille que ce qu'elle se prend dans la gueule tout le long du livre, y compris quand elle n'est pas présente, et elle est tellement, mais alors tellement grossophobe, c'est abusé. La Clarisse du film a le bonheur de ne plus avoir de monologue intérieur, ce qui efface beaucoup de ce que je viens de dire. Elle est aussi beaucoup plus intelligente, pas mal des indices qui sont attribués à d'autres mecs dans le livre sont donnés au personnage de Clarisse dans le film. Il y a tout un personnage qui s'appelle Lamar qui au moment de l'autopsie donne toutes les réponses à Crawford et Clarisse. À ce stade, c'est lui qui devrait être remercié pour avoir trouvé Buffalo Bill. Dans le film, Lamar a disparu et c'est Clarisse qui trouve les indices qui importent, le reste étant juste ignoré par le scénario. Dans le même délire, certaines pistes suggérées par Crawford, Brigham, Burrow et même Lecter lui-même sont à nouveau données à Clarisse, ce qui va nous aider dans le film à comprendre pourquoi Crawford s'obstine à demander à une élève de l'académie de faire son taf à sa place. Dans le livre, on a droit à une explication pour cause de budget annuel et le fait que Lecter fait toujours bonne presse, une autre du fait que la femme de Crawford est très littéralement en train de mourir pendant toute cette histoire, mais les capacités de Clarisse ne sont pas vraiment meilleures que celles des autres agents. Maladroitement, vers la fin du livre, Thomas Harris fait dire à Clarisse qu'elle doit enquêter sur Buffalo Bill parce qu'il n'y a aucune enquêtrice sur l'affaire, ce qui pourrait être honnête, si son monologue intérieur ne traitait pas ces femmes aussi mal. La Clarisse du film n'a pas besoin de nous dire qu'elle voit des choses que Crawford ne voit pas, on assiste pendant tout le film à toutes ces découvertes qui passent sous le nez des autres. Donc sa présence sur l'enquête est déjà plus naturelle. Dans le bouquin, Clarisse a aussi droit à beaucoup plus d'interactions dégueulasses avec des hommes, ce qui est d'autant plus énervant quand Harris te sort ce genre de changement de caractère pour Clarisse qui, à raison de ce qu'on a lu jusqu'à présent, traite les mecs comme des gros lourds tout en ayant tellement l'habitude qu'elle en est devenue blasée. Et tout d'un coup, donc, on a ça dans le monologue interne de Clarisse. Dans une autre histoire, ce serait passé, hein. Et encore, ça fait très... Je suis un mec qui écrit une femme, elle voit le sexisme partout, c'est chiant, regardez, elle s'en rend enfin compte. Ce qui est... en soi très énervant, mais en plus, dans ce livre, ce bouquin pour lequel j'avais une couleur de post-it spéciale pour les mecs dégueux qui parlent à Clarisse, ou de Clarisse, c'est le orange là, vous voyez. Dans ce livre, ça ne passe pas du tout de faire dire d'un coup au personnage principal perpétuellement harcelé par presque tous les hommes qu'elle croise que finalement la misogynie ambiante c'est dans sa tête. Oui, donc Harris, en essayant de créer un personnage féminin fort entouré d'une misogynie qui encore une fois n'est pas vraiment exagérée de nos jours, donc j'ose dire que les femmes dans un milieu majoritairement masculin dans les années 80 vivaient bien pire, mais même aujourd'hui on connaît pire, finit par lui donner, désolé de le dire hein, mais des réflexions de mec. Les femmes rondes qui se laissent aller, qui ont quand même un joli visage, qui osent prendre des photos porno alors qu'elles sont moches. Oui, dans le livre, Catherine Baker-Martin envoie des photos nues à son copain et Clarisse te sort qu'elle est quand même vachement trop laide pour faire ça. Je déteste la Clarisse du livre, mais à un point, je rappelle que tout ça, elle le dit sur des femmes qui sont mortes ou en train de vivre un cauchemar. Et encore une fois, la misogynie internalisée de Clarisse pourrait être un défaut du personnage, mais on l'aperçoit plus comme un message direct de l'auteur, puisque ce défaut énorme n'est jamais remis en question. Pas une seule fois, Clarisse ne se rend compte que ce qu'elle pense est horrible. Et elle finit l'histoire sans avoir changé d'un iota ce défaut. Elle ose même dire qu'elle est la seule à pouvoir venger ses femmes, puisqu'elle les comprend, mais... Non, non, tu les comprends pas, tu passes ton temps à les insulter. Donc dans le même souffle, Harris nous montre une condamnation du patriarcat et du sexisme puant ambiant,
et nous offre un parfait exemple du sexisme plus subtil, plus pernicieux, celui de tous les jours, celui des hommes et des femmes qui évoluent dans un système misogyne depuis leur plus tendre enfance, et il espère qu'on percevra Clarisse comme une femme forte qui ose penser comme ça. Si le film avait utilisé cette Clarisse-là, on n'aurait absolument pas eu l'un des personnages féminins les plus emblématiques du cinéma, à la fois forte, confidente, intelligente, mais loin d'être parfaite. Dieu merci pour le travail d'adaptation qui a été fait par Ted Tally et le réal Jonathan Demme, et l'interprétation de Jodie Foster qui ont finalement créé un tout autre personnage. C'est pas pour rien que Le Silence des Agneaux n'a eu qu'une seule adaptation, contrairement au Dragon Rouge qui en a eu 3. La Clarisse du bouquin, pour moi, a été complètement éclipsée par ce film, et retenter une adaptation serait risquer de confronter l'idée qu'a le grand public de Clarisse à la réalité de ce qu'elle est dans le livre. Il vaut mieux qu'on garde cette version-là. Oui, je sais, il y a la série, on va en parler, en faites pas mes petits bouts de chou super attentifs. En dehors des thèmes de misogynie particulière et systémique, l'autre sujet du film que j'adore, autant dans le message que la forme utilisée pour nous la raconter, c'est l'idée de crime social. Le Silence des Agneaux a, sur le papier, 2 antagonistes. Hannibal Lecter, le gentleman intellectuel, poli Alexei, qui n'irait jamais au grand jamais faire preuve d'un quelconque sexisme, non. Lui, il mange le visage de tous ceux qui s'approchent trop de lui et qui s'écoutent parler sans s'en lasser. Et Buffalo Bill, le soi-disant transgenre, qui écoute de la pop, qui est asocial, qui découvre des morceaux de femmes pour s'en faire une tenue, et égocentrique comme pas permis. Hannibal et Buffalo Bill commettent des crimes finalement très similaires. Destruction des corps à des fins d'expression artistique personnelle, l'un la cuisine, l'autre la couture. J'ose même dire qu'en théorie, le cannibalisme me semble moralement pire que la couture post-mortem, mais c'est des concepts moraux tellement perchés pour le commun des mortels que nos valeurs n'ont aucune valeur. Bref, tous les deux, pas des bons gars. Et pourtant, Buffalo Bill est perçu par le public, pas forcément par Clarisse, comme étant bien pire qu'Hannibal. Lui a le bon goût d'être poli, cultivé, d'aimer l'art, mais que le classique, hein. Il vaut mieux que l'art moderne ou contemporain, voyons. Il écoute de la musique classique, apprécie l'architecture classique, l'art pictural classique, tout ça européen. Bien sûr. On retrouve un élitisme de la culture qui est, dans l'esprit collectif, réservé aux riches, finalement. Buffalo Bill, lui, écoute de la pop moderne, pour l'époque. Il s'adonne à la couture, qui est visiblement moins bien placée sur l'échelle sociale que le dessin au fusain, certainement parce que la couture, c'est réservé aux femmes, voyons. Billy est égocentrique sur son physique, spécifiquement. Hannibal l'est sur son cerveau, il publie encore des articles en psycho, échange avec des étudiants et des confrères, et puis encore une fois, il adore s'écouter parler quand même. La seule grosse différence entre les deux criminels, c'est que Buffalo Bill apprécie les animaux. Même si le film et le livre nous montrent un bichon insupportable, en grande partie parce qu'on se met à la place de la victime qui voit un chien vivre sa meilleure vie pendant qu'elle est coincée au fond d'un puits à attendre son exécution, ça reste juste un chien. Buffalo Bill aime profondément un autre être vivant, ce qu'Hannibal n'a et ne fera jamais. Oui, techniquement, il l'a déjà fait avec sa petite sœur et Dame Murasaki. On va reparler, mais dans la bulle du Silence des Agneaux, avant la publication de ces horreurs-là, il ne montre aucune affection pour quoi que ce soit de vivant, à part lui-même. Y compris Clarisse. Pour ceux qui penseraient qu'il l'aime bien, on va en parler, mais c'est pas de l'affection. Tout ça pour dire que Billy a plus d'empathie que Lecter. Il parvient aussi à élever des papillons qui, selon l'entomologiste attitré de l'histoire, n'ont jamais pu être reproduits en captivité tellement leur entretien est complexe. Et bien sûr, il y a Précieuse le bichon, comme la couture, hein, le cliché du mec maniéré qui a un petit chien, c'est très ancré dans son époque. Donc là encore, Buffalo Bill devrait être vu comme légèrement plus sympa qu'Hannibal. Mais le film refuse qu'on le voit ainsi. Il nous est montré comme vulgaire, à vouloir se baiser lui-même. Dans le film, et seulement dans le film, c'est un mot interdit pour les gens nazes, ce qui est un ajout que je ne comprends pas trop personnellement. Sa façon de penser dans le livre ne pourrait pas laisser de place à tout un groupe de personnes. Il est antisocial, donc c'est un peu bizarre, mais ok. Il vit dans une cave sombre et humide, le reste de sa baraque a l'air dégueulasse, il ose utiliser la bonté de cœur de ses victimes pour les attirer, il ose être trans, ok, oui, faut parler de l'éléphant dans la pièce. Selon moi, c'est ça, le crime social commis par Buffalo Bill et qui est censé nous le faire
détesté. C'est la différence entre lui et Hannibal. Cette scène-là, celle du miroir, c'est celle dont tout le monde se rappelle du film parce qu'elle est censée nous choquer, nous dégoûter de cet homme qui fait semblant d'être une femme. Parce que dans toutes les versions du Silence des Agneaux, Buffalo Bill n'est pas considéré comme un vrai transgenre. La plus grosse faiblesse du film par rapport au livre, c'est d'avoir viré le personnage qui n'a pour seul but que de nous expliquer ce que ça veut dire d'être trans. Et surtout, ce que ça veut dire que Buffalo Bill ne le soit pas. Dans le livre, à plusieurs moments, un médecin qui travaille dans une des cliniques de transition de genre de la région discute avec Crawford spécifiquement pour l'envoyer chier et lui expliquer à lui en même temps qu'au lecteur que déjà lui donner la liste de ses patients c'est un grand nom dans ton cul, que les trans ne sont jamais des agresseurs, toujours des victimes, que ces cliniques ont toute une batterie de tests qu'ils font passer à leurs patients pour vérifier leurs intentions, et ok c'est des tests qui datent des années 80 donc forcément qu'ils ne valent plus rien aujourd'hui, mais il appuie sur l'idée que ces patients ont déjà beaucoup de merde à gérer dans leur vie, ils n'ont absolument pas besoin de flics qui viennent les interroger parce qu'ils sont allés dans ces cliniques. Et surtout, il refuse catégoriquement que les noms des cliniques et des patients bien sûr ne soient mentionnés dans la presse, puisque la moindre suspicion portée sur cette communauté ne serait qu'emmener encore et toujours plus de haine et de violence, physique ou psychologique mais aussi systémique, contre eux. Ce personnage n'a pour seule fonction que de taper sur les doigts des lecteurs qui pourraient commencer à avoir des idées transphobes. Bon, c'est un peu amoindri par le fait que dans le monologue de Crawford, ce personnage le fait bien chier puisqu'il refuse de lui donner les noms de tous ses patients, mais je préfère voir ça comme un énorme défaut de Crawford plutôt que comme un message de l'auteur. Ce personnage, donc, est viré du film. Quasiment. Personne n'est là pour nous expliquer tout ce que je viens de dire. Et surtout, personne n'est là pour taper sur les transphobes, ce qui malheureusement fait que dans le film Le Silence des Agneaux, le monstre est perçu comme un transgenre prédateur et violent. Ce qui est l'exact opposé, mais alors la totale inversion de ce que le livre passe plusieurs chapitres à nous rabâcher. Bien sûr, si vous n'êtes pas transphobe, vous réussirez à faire la distinction entre fiction et réalité, mais cette image de croque-mitaine trans qui vient aussi des personnages de Norman Bates et Leatherface, puisque les trois sont inspirés du même bonhomme, Ed Gein, j'ai déjà fait tout son historique dans la vidéo sur Massacre à la tronçonneuse, donc je vais pas le refaire, mais en gros, c'est un gars qui utilisait de la peau humaine pour plein de projets, dont des gants et des abat-jours, d'où le lien avec Buffalo Bill, l'idée de coudre avec de la peau, tout ça, et étrangement ces trois grosses réinterprétations des crimes de Gein en ont fait un transgenre, ce qu'il n'était absolument pas, et il n'était pas non plus travesti, c'est juste sorti de nulle part leur truc là, puisque je suppose qu'à une époque c'était un concept tellement étrange que ça valait de l'accoler à celui de psychopathe. Mais malheureusement ça n'a fait que circuler l'idée d'un lien entre la transidentité et la violence, en particulier celle faite contre les femmes, qui reste présente dans l'imaginaire collectif encore aujourd'hui, puisque ces trois films sont considérés comme des pinacles du cinéma d'horreur et continuent d'être admirés par de nouveaux publics au fil des ans. L'absence de ce seul personnage complètement secondaire dans le livre donne au film cette idée de crime social commis par Buffalo Bill, celui d'oser vouloir changer de sexe. Dans le livre, on nous dit clairement que James Gumb est convaincu que ce changement résoudrait tous ses problèmes, alors qu'en réalité, ces mêmes problèmes persisteraient après sa transition. Il serait toujours un psychopathe violent, il tuerait quand même. C'est principalement pour ça qu'il est décrit comme n'étant pas réellement trans. J'ai eu très peur la première fois que j'ai lu le livre parce que l'idée qu'un médecin puisse décréter que tu es ou n'es pas trans est terrifiante et déprimante au plus haut point dans la vraie vie. Si quelqu'un vous dit qu'il ou elle est trans, c'est que c'est le cas, un point c'est tout. Mais le cas de James Gumb est tellement hypothétique, tellement hors des carcans de notre réalité de tous les jours, et sa personnalité tellement alien et violente, que l'explication du médecin qui te dit que non, ses patients ne montrent jamais de signes de violence, bien au contraire, et tous les tests qu'il a passés n'entraient pas du tout dans les réponses classiques de personnes transgenres. Et il a tenté le coup dans les 3 cliniques sans que ça ne fonctionne. Tout ça, eh bien ça apparaît être une explication valable pour la déclaration que James Gumb n'est pas transgenre. Pas vraiment. Il s'est juste mis en tête que c'était la solution qu'il lui fallait, et on pourrait même débattre du fait qu'hypothétiquement, si les médecins l'avaient écouté, on aurait pu éviter la mort de nombreuses femmes pour qu'il puisse se coudre son costume, et du coup ce serait une remise en question de ces vieux tests que font passer les cliniques, mais là on tombe dans l'hypothèse à l'intérieur d'une fiction, ça peut aller loin. Mais revenons au film. Le message tellement bienveillant envers la communauté trans, en particulier pour les années 80 du livre, disparaît donc du film pour ne devenir qu'un énième psychopathe transgenre dans l'imaginaire collectif, malgré les 2-3 lignes de dialogue qui nous disent le contraire. Mais alors pourquoi est-ce que je vous ai dit que j'aimais ce sujet de crime social alors que la bienveillance a disparu ? Eh bien parce que ce crime social est mis en face des crimes légaux et moraux de Hannibal Lecter. Comme je l'ai dit plus tôt, finalement, des deux criminels, sur le papier, le plus violent et moralement répréhensible devrait être Hannibal. Pourtant, dans la forme du film, ça n'est pas le cas. Dans la forme, Hannibal est traité comme un génie, un gentleman, quelqu'un qui a des bonnes manières, il sait se tenir, pas comme les autres hommes qui entourent Clarisse. Cet homme
est placé sur un piédestal par le reste du monde, comme malheureusement beaucoup de tueurs en série. C'est très gênant qu'on leur donne des noms cool, qu'on leur dédie des dizaines de documentaires, biopics ou fictions, qu'on les place comme des monstres stars plutôt que de les traiter comme les sombres merdes qu'ils sont, sans parler de l'impact que tout ça a sur les familles des victimes, dont les plus horribles moments sont donnés en pâture aux spectateurs. Ouais, j'ai détesté Dahmer, ouais. Hannibal est donc traité dans le film comme on traite les tueurs en série dans la vraie vie. Alors que Buffalo Bill est montré comme un monstre, je rappelle qu'il n'y a que dans le film qu'il est naze. On peut lire ça aussi au premier degré, le film nous dit qu'être trans est encore pire que manger des gens, mais vu l'intelligence des autres propos du film, il vaut mieux lui donner le bénéfice d'une seconde lecture, ou plutôt d'une lecture au second degré. Et si ce vilipendage du crime social n'était pas là pour nous montrer ce qu'on fait dans la vraie vie, et qui n'est absolument pas normal. Hannibal devrait être vu comme un monstre, au moins au même niveau que Buffalo Bill. Il ne devrait pas être sur son piédestal, James Gunn est affreux, tout dans le film nous le montre, alors pourquoi est-ce qu'en tant que spectateur, on veut aimer Hannibal ? Pourquoi est-ce qu'on veut lui faire confiance avec Clarisse ? Pourquoi est-ce qu'on écoute ce qu'il a à dire comme si son expertise de tueur en série valait plus que toute l'expérience des forces de l'ordre réunies ? Pourquoi est-ce qu'on déifie les tueurs en série ? Et pourquoi est-ce qu'on diabolise les personnes transgenres ? Une même forme peut poser deux questions en même temps. Je sais, c'est lourd, restez avec moi. Ouh, les clés, oh là là, les clés, comme c'est beau. Le film nous pousse à voir par sa mise en scène notre traitement de deux groupes différents au travers de personnages similaires. En dehors d'être un tueur en série cannibale, Hannibal est aussi un noble, un riche, quelqu'un de la haute. Il a des goûts que l'on associe à l'élite, des manières, une tenue qui nous rappelle les règles strictes de bienséance. Il est cette vision fantasmée de la classe supérieure, avec son opulence et ses décadences, seulement lui pousse la chose encore plus loin avec son cannibalisme. Le choix de l'art culinaire n'est pas un hasard pour ce personnage, un peu comme l'œnologie, c'est quelque chose que les gens des classes inférieures ne pourront jamais expérimenter au même niveau. On ne peut pas se payer les meilleurs chefs, les mets les plus complexes, et du coup reconnaître et apprécier la subtilité de l'art. Le fait qu'Hannibal puisse cuisiner et apprécier son art le place au-dessus des autres. C'est pas pour rien qu'à chaque fois qu'il nous décrit un de ses plats, c'est un truc qui prend des jours de préparation et qui vient généralement de la cuisine française. Le snobisme culinaire à son paroxysme. Bon, dans la réalité, les riches ont pas de palais, hein. Là, on parle de l'image fictive de cet art culinaire réservé à l'élite. Hannibal me rappelle beaucoup l'une des interprétations qu'on peut faire des vampires. Ce sont toujours des nobles qui vivent dans des grands et beaux châteaux et qui ne sortent que pour sucer les pauvres jusqu'à l'os pour survivre. Sans ce peuple, ils mourraient, et pourtant ce sont eux qui accumulent toutes les richesses, y compris la vie elle-même. Ça me rappelle la mode des riches européens qui mangeaient des momies, soi-disant pour rester jeunes. Oui, je vous mets l'article en description, bien sûr. Hannibal est cette image du noble, intellectuel et égocentrique qui croit que le reste du monde lui est dû. Il est un psychopathe après tout, à tel point que dès que je cherche des définitions ou des articles sur le sujet, c'est sa photo qui est en tête de page. James Gunn et Hannibal Lecter sont deux tueurs en série monstrueux. Mais l'un est une personne trans, alors que l'autre est un noble. Et on voit dans Le Silence des agneaux le traitement injustement différent que le monde réserve à ces deux groupes. Le souci, c'est que, un peu comme Starship Troopers et son message antimilitariste, qui a été complètement retourné par une partie du public pour en faire un film militariste, cette lecture anti-transphobe et anti-riche du Silence des agneaux peut tout à fait être retournée et devenir un message transphobe et pro-gros snob. On le voit bien au fait qu'Hannibal Lecter est devenu un personnage aimé et admiré de beaucoup, malgré sa condamnation par chaque histoire dans laquelle il est. Dans Dragon Rouge, c'est un monstre qui mutile Will Graham et lâche un tueur en série sanguinaire sur sa famille. Dans Le Silence des agneaux, il s'échappe, mais en commettant le crime le plus violent et dégueu du film, ce qui devrait mettre la puce à l'oreille des spectateurs pour qu'on comprenne qu'il est pas cool. Quand je dis qu'il est condamné, c'est pas par la justice, mais par la narration qui le place comme grand méchant vraiment vilain qu'il faut pas du tout écouter. Hannibal, c'est un peu le Tony Montana de l'horreur, le personnage qui est censé être vu comme mauvais, mais que le public a décidé d'idolâtrer quand même. Ouais, des fois mes comparaisons sont à chier, je sais. Et je sais aussi que ceux qui ont lu Hannibal m'attendent au tournant, là vous en faites pas, je vais en reparler du karma de lecteur. Le film a réussi à nous rendre Hannibal Lecter aussi fascinant que l'idée qu'on se fait des tueurs en série dans la vraie vie. Je vous ai déjà dit à quel point cette fascination pour, je me cite moi-même, j'ai pas de race, ces sombres merdes me déplaît, mais force est de reconnaître que voir et décortiquer des êtres humains avec des perceptions aussi différentes des nôtres est fascinant. Seulement cette fascination vient pour moi en grande partie du fait que ce sont des mystères jusqu'à la fin du documentaire. Hannibal, lui, n'est pas un mystère, on le rencontre avant même de commencer l'affaire Buffalo Bill. On a la montée de tension de l'intro, bien sûr, mais on ne le garde pas dans l'ombre
l'ombre trop longtemps. Il est le troisième personnage avec qui Clarisse a une conversation. Garder son antagoniste secret le plus longtemps possible peut donner des merveilles pour l'appréhension du spectateur, mais on court aussi le risque que plus on attend, plus la révélation est... bof. Le Silence des agneaux réussit à avoir cette appréhension très rapidement et la révélation aussi, tout en gardant cette révélation carrément énorme. J'ai fait la blague vite fait, oh là là, Hannibal c'est juste un petit Anthony Hopkins bien coiffé, mais bien sûr qu'Hannibal c'est un petit Anthony Hopkins bien coiffé. Toute autre révélation aurait foiré. S'il avait été violent comme cela, s'il avait été déprimé comme lui, s'il avait été fermé à la discussion, s'il avait été menaçant, s'il avait été vulgaire, trop gentil, trop triste, trop heureux, trop quoi que ce soit, on serait passé à côté d'un personnage à la fois charismatique et terrifiant. C'est sa retenue qui fait tout pour moi. Ses bras tendus le long de son corps, encadrés entre deux barreaux, son éloignement de la glace, ses formules de politesse, même son coup du daron là en mode « je suis pas en colère, juste déçu ». Quand Clarisse fait un faux pas, tout est là pour montrer à Clarisse qu'elle n'a pas vraiment de choix dans cette conversation. À la moindre erreur, elle tombera aussi bas que Chilton dans l'esprit d'Hannibal. Elle doit impérativement être honnête avec lui, ce que Crawford lui a spécifiquement dit de ne pas faire. Cette rencontre et cette conversation sont directement tirées du livre tel quel, et alors que le film a ce jeu de couleurs, de POV et d'égalité des regards comme on l'a déjà dit, le livre, lui, a un dialogue sans aucune interruption. Ni verbe introducteur, ni description, juste des tirés qui s'enchaînent sans qu'on vous dise qui parle et sur quel ton. Clarisse n'a pas le temps de réfléchir, donc nous non plus. Ça donne ce rythme effréné au dialogue qui a l'air de passer en quelques secondes, et l'erreur de Clarisse semble sortir sans faire exprès finalement. Ça rend aussi le personnage de Lecter très oppressant, sans qu'il n'ait rien à faire pour l'être dans ses actions. Beaucoup des dialogues entre Clarisse et Lecter sont comme ça dans le livre, et à chaque fois, c'est déroutant à lire. Ce qui nous rend, Lecter, déroutant. On n'a jamais ces conversations du point de vue de Lecter, c'est toujours Clarisse qu'on suit pendant ces rencontres, alors qu'il y a des chapitres entiers écrits du point de vue de Lecter, mais avoir ces dialogues rapides depuis son esprit ne fonctionnerait pas. On n'aurait plus cette impression de supériorité intellectuelle par le mitraillage de questions et de réponses. Cette scène est un parfait exemple de ce que peut apporter chaque format à une même histoire, et qu'une adaptation ne va pas forcément être bonne si on copie-colle tout. Il faut trouver de nouvelles façons de montrer et de dire les choses qui sont propres au médium utilisé. Le mitraillage de dialogue sans indication dans un livre donne beaucoup de sensations différentes. Comment est-ce qu'on retranscrit ces sensations à l'écran alors qu'on va fatalement avoir toutes les indications qui manquent dans le texte puisqu'on voit et entend les acteurs? On va savoir qui parle, on va avoir le ton de la parole, les expressions des personnages, tout ça. On va devoir utiliser la caméra, les lumières, le placement des persos et bien sûr le jeu d'acteur pour retranscrire les sensations perdues par l'ajout d'informations obligatoires dans une image. Je vous dis, le travail monstre d'adaptation qui a été fait, c'est ouf! Et pour le film, le personnage de Hannibal Lecter a dû être légèrement modifié. Celui du livre, je l'ai déjà dit, est bien plus vulgaire et sans aucune inhibition. Même s'il est aussi poli et calme que dans le film la plupart du temps, il a des moments de pétage de plomb. Je peux vraiment pas voir le Hannibal de Hopkins faire ça, je vous avoue. Mais il reste brutal dans ses propos à la sénatrice. Il garde cette possibilité d'être et d'être perçu comme un animal violent et sans empathie. Il porte une muselière, quoi. Son costume, si iconique d'ailleurs, ne vient pas du livre. Là, c'est un masque de hockey qu'il porte pour ne pas mordre. L'idée de muselière était déjà là, mais le film la rend plus concrète. Plus tard, dans l'imaginaire collectif, Hannibal va prendre cette image de tueur gentleman, en particulier quand on arrive à la série, mais c'est une déformation du personnage au fil des décennies à être modifiée petit à petit par la culture pop et le public. Par exemple, dans le livre, quand Hannibal s'échappe, il défigure un garde, tue l'autre, et c'est tout, entre guillemets. Le coup des ailes d'ange déployées sous la forme de la peau du dos des gardes, là, suivi d'un petit thé siroté par Lecter devant son œuvre, c'est un coup du film uniquement. J'adore ce plan, d'ailleurs, là celui-là. Ça dure 2 secondes et nous montre un truc qu'on n'a pas vu et qui sert pas à grand-chose dans l'enquête, mais bordel, est-ce que c'est grisant comme réalisation. Et puis alors, petit à petit, ce qu'on imagine que Lecter fait à ses victimes est devenu de plus en plus complexe, de plus en plus artistiquement glauque. Dans la série, ça devient presque ridicule, mais on en reparlera. Alors qu'encore une fois, à l'origine, il est pas si profond que ça, Hannibal. C'est le public qui l'a fait devenir comme ça. Et les acteurs qui l'ont joué qui rajoutent à chaque fois soit le charisme british, soit le charisme danois. Mais désolé toi, on t'a un petit peu oublié à force. Pardon, moi je t'aime. Je m'explique l'aspect plus retenu de la version de Hopkins en très grande partie par l'absence, encore une fois, du monologue intérieur du personnage. On a droit à plusieurs chapitres dans le livre écrits du point de vue d'Hannibal, ce qui nous permet de très vite comprendre que sa politesse et son calme olympien sont des façades. Pas complètement fausses, il sait réellement se tenir et a horreur de l'impolitesse et de la malhonnêteté. D'ailleurs, dans le livre, il considère Chilton comme une grosse merde, mais par contre Barney, qui fait très bien son travail, qui communique avec Lecter comme s'ils étaient égaux, qui s'excuse même auprès de lui alors que Chilton a fait une connerie pour l'humilier, Barney a droit à sa lettre d'adieu de Lecter et à des remerciements, au même titre que Clarisse. Mais Hannibal cache toujours ses intentions. Lui qui adore l'honnêteté, il prévoit de s'échapper depuis
Depuis qu'il a été arrêté en fait. Le stylo qui lui permettra de s'enfuir dans le livre n'est pas celui de Chilton, mais le stylo d'un psy de passage qui n'a pas respecté les règles et qui l'a depuis des mois. Dans l'adaptation, c'est objectivement mieux que ce soit celui de Chilton. Le défaut de ce personnage, c'est l'arrogance. Il donne des leçons à Clarisse, mais ne les respecte pas lui-même et va en payer de sa vie. Ce qui boucle l'arc du personnage et qui est super cathartique pour nous, puisque c'est un gros dégueu infantile, mais dans le livre, il ne meurt pas du tout. Il est juste disgracié à la fin. Mais bon, donc Hannibal est lui-même malhonnête, notamment avec Clarisse, à qui il demande l'absolue vérité constamment. C'est une bleue, naïve, mais qui répond à ses critères de qualité, à savoir polie, honnête et intelligente. Le fait qu'il soit dégoûté par l'acte de son voisin de cellule au point de donner des informations valables à Clarisse, je suis pas sûre que ce soit uniquement à cause de sa haine de l'impolitesse. Son plan était déjà de sortir de prison à l'aide des informations qu'il avait sur Buffalo Bill. Il avait volé le stylo qui l'aidera à ouvrir ses menottes des mois avant que Clarisse ne débarque. On apprend clairement dans l'épilogue que Hannibal connaissait tout ce qu'il y avait à savoir sur Buffalo Bill. Sa réticence à donner toutes ces infos est d'un côté un jeu pour lui, mais je pense sincèrement qu'il voulait aussi convaincre Clarisse de son honnêteté supposée pour qu'à force d'interaction, elle lui offre sa porte ouverte par inadvertance. Chilton a accéléré cette sortie en le faisant transférer sans une bonne sécurité. C'était pas son plan de départ, mais Clarisse se serait faite tourner en bourrique quoi qu'il arrive. Dans le livre, le personnage de Barney est le seul à savoir s'occuper des besoins de lecteur, mais aussi à parfaitement connaître et respecter les règles de sécurité qui l'entourent. Et c'est Chilton qui lui ordonne de ne pas venir avec eux voir la sénatrice. Je crois que c'est le plus gros coup de chance qu'a eu Lecter finalement, que ce personnage complètement secondaire qui a même quasiment disparu dans le film soit rembarré par Chilton. Avec Barney, ce serait jamais arrivé ça. Barney président. S'il a été enlevé du film, pour moi, c'est par souci de rendre Hannibal encore plus dangereux. On n'a plus ce personnage qui pourrait faire foirer son plan et qui est viré par un heureux ou malheureux hasard. Hannibal doit être extrêmement dangereux pour le spectateur et Barney diminuer cette image-là. Pareil pour la mort de Chilton. Ça rend Hannibal bien plus terrifiant, le fait qu'une fois dehors, il arrive à suivre et inviter à dîner le gars qu'il a maltraité pendant 8 ans. Et parce qu'en plus, il est rancunier, celui d'Hopkins. Cette histoire, qui commence à être vieille quand même, utilise plusieurs clichés d'écriture de fiction criminelle. L'enquêteur super intelligent mais incompris, le bleu qui doit faire ses preuves quitte à ne pas suivre les ordres, le chef qui a de la bouteille mais qui est crevé et qui rate des détails. Oui, ouais, il se fait trop vieux pour ses conneries. Le tueur chaotique qui est tellement loin dans sa démence qu'il n'a presque plus conscience de ce qu'il fait. Le tueur tellement intelligent qu'il a toujours un coup d'avance. Le tueur poli et plein de culture mais qui fait preuve d'une violence extrême. Le tueur élevé au stade de dieu monstrueux que personne ne peut battre. Bien sûr, cette image du criminel gentleman, c'est pas nouveau, hein. On a eu Arsène Lupin, le professeur Moriarty, j'oserais même mettre Robin des Bois en précurseur éloigné de ce cliché. Mais avec Hannibal, on a un criminel très violent, de ses propres mains, et qui, bien qu'il soit cultivé et respecte la bienséance à outrance, n'a absolument rien à foutre de ce que pense la société lorsqu'il commet ses crimes. Donc en gros, on pousse tous les potters à fond pour le gentleman criminel, qui continue à nous attirer par son intelligence, sa politesse et ses capacités inhumaines. Mais pas que. Avec Hannibal, on ne tombe pas vraiment dans le cliché de la sympathie pour le diable, où en gros on nous présente un antagoniste pour lequel on est censé ressentir de l'affection. Même si Hannibal a reçu l'affection du public au fil des décennies de son existence, rien dans les récits qui le suivent ne nous le montre comme méritant cette affection. Le plus qu'on ait, c'est la série qui va le mettre beaucoup plus en avant et qui caste un acteur considéré comme sexy par le monde entier, mais même là, les 3 saisons essayent désespérément de nous le faire détester. On n'est pas censé l'aimer, c'est juste l'effet Mads Mikkelsen sur internet, ça. Mais aussi l'effet tueur en série sur le public. Libristophilie, c'est le joli petit nom que porte l'attirance sexuelle que quelqu'un peut avoir pour une autre personne ayant commis des crimes. Ça ne se limite pas à l'attirance pour les tueurs en série, hein, ça inclut les vols, les agressions, les meurtres et tout autre crime possible. Typiquement, Bonnie et Clyde sont tous les deux atteints de cette paraphilie. Une paraphilie, pour ceux dans le fond, c'est un terme qui a été inventé en 1903 pour remplacer des mots comme déviance sexuelle ou perversion qui ont des connotations négatives. Bien sûr, pendant le XXe siècle, le terme incluait toute attirance homosexuelle, le travestissement, le BDSM et autres fétiches qui s'avèrent aujourd'hui être totalement sains si pratiqués dans un environnement plein de consentement et de safe words, mais aussi l'utilisation d'objets inanimés qui est tellement commun et normal, c'est vous dire la largeur du terme en fait, puisqu'on y inclut aussi tous les crimes violents qui ignorent le consentement volontairement dans le délire. Aujourd'hui, la paraphilie, ça désigne une pulsion qui va nécessiter un passage à l'acte pour faire disparaître une tension. Oui, donc ça désigne plein de trucs, mais on distingue la différence entre les paraphilies qui entraînent ou non la souffrance d'autrui sans consentement. Donc techniquement, le BDSM par exemple, ça rentre dans les paraphilies, mais pas dans ce qu'on peut appeler les paraphilies perverses. Ouais, j'aime bien donner des cours de sexologie intempestifs comme ça. Ha! Vous avez appris des trucs? Peut-être.
Donc l'hybristophilie, c'est une paraphilie assez large, mais on la cite souvent pour désigner l'attirance très spécifique aux tueurs en série masculins, puisque quand il s'agit d'attirance sexuelle pour une criminelle, ça s'appelle l'enclitophilie. Tu sens que c'est des mecs qui donnent ces noms là? Et c'est beaucoup plus rare finalement. Il existe beaucoup d'études socio-psychologiques sur le sujet qui suivent des femmes qui ont des relations amoureuses et sexuelles avec des détenus de prison, spécifiquement parce que ce sont des détenus. Mais ce qui nous intéresse là, c'est quand cette attirance n'est pas consommée, mais plutôt utilisée en fiction comme catharsis pour les lectrices ou spectatrices. C'est pas nouveau, on sait tous que le public pour tous les documentaires criminels, les podcasts glauques, les séries qui fétichisent les tortures affligées à des gens réels, qui ont des familles qui vont voir tout ça, ou encore les fictions qui vont mettre en scène des tueurs similaires, ce sont majoritairement des femmes. On va utiliser, sciemment ou pas, cette attirance que la plupart n'ont même pas conscience d'avoir, pour attirer un public large, et ça fonctionne du feu de Dieu, donc pourquoi arrêter? Hannibal est clairement dans le panthéon de ces personnages fictifs de tueurs qui fascinent et fait fantasmer le public. J'ai l'impression qu'avec le silence des agneaux, c'est pas encore trop prononcé cet aspect paraphilie du personnage, peut-être aussi parce que le personnage de Clarisse et celui d'Hannibal n'ont pas une relation qui pourrait devenir romantique, c'est juste... Enfin, s'il pourrait, il y a même des sous-entendus du côté d'Hannibal et Crawford l'a choisi pour lui parler parce qu'elle est une femme attirante, mais ça ressemble vraiment que à de la manipulation et à des tentatives de déstabilisation du côté d'Hannibal, qui fait pareil en suggérant que Crawford la trouve attirante aussi. Il y a beaucoup plus de sous-entendus entre Clarisse et Crawford qu'entre Clarisse et Hannibal, dans le film et dans le livre. Ce qui est son propre problème, c'est son supérieur hiérarchique qui est marié à une femme mourante en ce moment même, donc bof, mais il y a rien entre Clarisse et Hannibal. Je sais qu'il y a des gens qui se sont imaginés des trucs entre les deux, forcément, qu'il y en a, vous avez vu l'internet, mais l'histoire elle-même ne fait rien pour qu'on puisse suggérer une réelle histoire entre les deux. Tout ça pour dire que la paraphilie sur le Hannibal de Hopkins ne passe pas par une identification et une projection sur le personnage principal, mais plutôt par l'idée même du Hannibal de Hopkins. Je le précise ici puisque ça va changer. 2 fois. Donc, Hannibal Lecter, personnage fascinant pour plein de raisons différentes, notamment, c'est facile à voir donc je l'ai pas trop dit, mais Hannibal est un des personnages les plus imprévisibles qu'on puisse avoir, et ça c'est pas que dans le silence des agneaux, c'est un aspect du perso qui revient dans toutes ses histoires. C'est un gros dégueulasse qui ne ressent pas la honte, la peur, l'empathie, mais qui va tenter de nous convaincre qu'il peut ressentir l'admiration, l'envie, voire même l'amour pour certains. En réalité, tout ce qui intéresse Hannibal, c'est Hannibal. Cette curiosité qu'il va démontrer pour ses adversaires, Will Graham et Clarice Starling, sont en réalité pour lui des opportunités qu'il ne peut pas s'empêcher de prendre pour son propre divertissement. Will est intéressant parce qu'il se rapproche de la vérité et en apprendre plus sur lui serait avoir constamment un coup d'avance dans la série. Puis plus tard parce que c'est celui qui l'a arrêté, celui qui a réussi à le battre. Clarice l'intrigue parce que dans un flot constant de psychiatres et d'agents qui ne veulent de lui qu'une jolie citation pour leur papier, elle est plus honnête, plus naïve et du coup plus manipulable. C'est leur rencontre qui mènera finalement à la liberté pour Hannibal. Le personnage présent pendant tous ses bouquins, la constante, Jack Crawford, n'a quasiment pas de contact avec Lecter puisqu'il n'est ni aussi futé, ni aussi manipulable que Will et Clarisse. Donc en gros, 4 pages de texte pour vous dire que Hannibal est l'exemple parfait du psychopathe. Et puisque j'ai osé faire un cours de sexologie intempestif, j'en profite pour faire un petit rappel psycho. La psychopathie a très mauvaise presse dans la fiction, elle est toujours brandie comme l'explication universelle de pourquoi ton antagoniste est comme il est. Donc juste pour mettre les choses au clair, la psychopathie n'entraîne pas forcément de criminalité. C'est un trouble de la personnalité caractérisé par des désordres émotionnels et des comportements antisociaux. Il ne s'agit pas d'une maladie mentale au sens strict du terme, contrairement à la psychose, la psychopathie n'affecte pas la rationalité du sujet ou la conscience de ses actions. C'est complètement tiré d'un article que je vous mets en description, tout ça. J'arriverai à vous faire apprendre des trucs. Bordel.
On finit sur Le Silence des agneaux avec un petit résumé de ce qui est dans le livre mais qui a été enlevé du film par souci d'adaptation. Je vais essayer de pas trop répéter ce dont j'ai déjà parlé, mais de toute façon vous avez cliqué sur une vidéo de plus de 6 heures, hein, si je fais des doublons, soit vous les avez déjà oubliés parce que vous êtes en train de faire autre chose, soit vous vous en foutez de perdre du temps. Clarisse, déjà, est plus vulgaire, avec plus de défauts, elle a beaucoup plus de remarques sur les hommes qui l'entourent, des fois sur des mecs hypothétiques qui n'existent pas, elle est misogyne et grossophobe comme je l'ai déjà dit, du coup elle est moins sympathique pour le lecteur que pour le spectateur. Mais c'est dur de lui en vouloir puisque le livre est rempli de moments de misogynie et de sexisme qui vont de totalement banalisé à absolument immonde. Le orange, là, encore une fois, c'est toutes les interactions sexistes du livre qui ne sont pas dans le film. On a passé des super heures en live à relire tout ça, vous devriez venir, on s'amuse. La Clarisse de Jodie Foster est plus timide, plus intelligente, plus maladroite aussi. L'actrice a une carrure minuscule et un visage à la fois beau et sévère, ce qui rajoute un aspect très fragile au personnage finalement, dès qu'elle va faire un sourire gêné ou forcé, par exemple. Ou au début, quand elle va voir Crawford, quand elle joue avec sa boucle d'oreille. Jodie Foster va réussir à créer un tout autre personnage libéré de ce monologue intérieur insupportable et avec pourtant beaucoup plus de personnalité. Hannibal est moins classieux et moins prétentieux aussi, surtout si on le compare à la série. Le vrai Hannibal, celui qui ne se retient pas devant Clarisse, fait bel et bien preuve d'un amour profond pour l'art classique, mais aussi d'un dégoût profond pour ceux qui prétendent, qui font semblant, pour s'approprier ce qui n'est pas à eux. Chilton est l'exemple principal, mais il y a aussi tous les agents et psys qui sont passés avant Clarisse, ou même Crawford lui-même. Le Hannibal du livre n'a aussi quasiment pas d'inhibition, je vous ai déjà parlé de son mode gobelin là. S'il se retient, c'est plus pour pouvoir manipuler les gens autour de lui que pour avoir cette image d'élite intellectuelle et financière qu'il a beaucoup plus dans le film. Mais ça, je pense aussi que c'est dû au casting de Anthony Hopkins, pour le coup. Il a parfaitement cette fausse retenue qui cache une violence extrême. Dans le livre, notamment, à cause des chapitres du point de vue de Hannibal, cette violence, elle est pas vraiment cachée pour le spectateur. Crawford est, lui, beaucoup plus sympathique. Il y a moins de tensions semi-sexuelles entre lui et Clarisse. Hannibal le suggère dans le livre, mais dans ce qu'on lit, seule Clarisse le trouve attirant et encore c'est très tiède. C'est notamment dû au fait que les rares scènes que l'on lit de son point de vue sont celles où il est au chevet de sa femme et où on le voit complètement et totalement dédié à elle et au traitement de sa maladie. Ce qui nous le rend de base beaucoup plus appréciable que celui qui ziote Clarisse dans le film. Ce Crawford-là du film est obnubilé par son taf, mais aussi par l'idée de traîner Clarisse dans l'affaire, alors que dans le livre, on a droit à plusieurs explications qui se mélangent pour justifier son choix. La première fois qu'il envoie Starling interroger Lecter, on apprend assez tard dans le livre que c'était parce qu'il fallait qu'il justifie le budget de son département au FBI, et que le Congrès adore tout ce que Hannibal peut dire. Et Hannibal adore s'entendre parler et donner des informations juste assez intéressantes, mais aussi inutile au FBI. Cet envoi était donc sûr de lui apporter ce dont il avait besoin. Et comme il n'a pas assez d'agents, envoyer une élève qu'il avait déjà impressionnée auparavant était logique. Après la réussite de Clarisse auprès d'Hannibal, l'idée de la garder sur l'affaire a plus à voir avec Hannibal qu'elle, finalement. Dans le livre, Crawford il s'en fout un peu de Clarisse. Pas complètement, hein, mais il est pas aussi intéressé par elle que dans le film. Bon, dans la série, c'est un Crawford entièrement différent qu'on rencontre, mais on en reparlera plus tard. Chilton est exactement le même. Les personnages de Brigham et Burrow, entre autres, disparaissent de l'adaptation, alors autant pour Brigham, qui est le chef de Crawford dans le livre, je comprends, il est fusionné avec ce dernier. Dans le bouquin, il sert surtout à prendre Clarisse de haut, la remettre à sa place, et engueuler Crawford quand il fait de la merde. Bon, il reconnaît aussi quand les deux font du bon taf, hein, mais son plus gros rôle dans l'histoire, concrètement, c'est d'ordonner à Clarisse de lâcher l'affaire une fois qu'Hannibal est envoyé dans le Tennessee. À part ça, il est là, quoi. Burrow, par contre, j'aurais bien aimé le voir dans le film. En gros, il représente le seul homme qui traite Clarisse comme une élève, qui est super douée, hein, mais c'est son élève. C'est un ancien Marines, et tout au long de l'histoire, quand il interagit avec Clarisse, déjà il est toujours en train de lui apprendre des trucs, que ce soit en tir ou comment retrouver une voiture sans connaître son propriétaire dans les années 80, mais il a aussi ses réflexes de gros bonhomme mascu, genre il commence une phrase qui va tourner en sexisme, puis il s'arrête au milieu et se reprend. Et c'est pas dépeint comme méchant, forcé ou violent, c'est littéralement un mascu qui se soigne et qui essaye désespérément d'avoir conscience de ce qu'il dit et qui lui vient de son éducation et de son temps dans les Marines. Il traite pas Clarisse différemment, il la pousse à faire toujours mieux pendant son cours, mais reconnaît aussi devant tout le monde qu'elle est clairement très douée. C'est un bon prof et une représentation de comment les mecs dans ce livre pourraient ne pas être misogynes par choix. Je le trouve important dans le message du livre sur le sexisme. Il est le bon exemple au milieu d'un océan de gros lourds qui cherchent même pas à comprendre ce qu'ils sortent à Clarisse. Dans ma lecture, c'était vraiment lui, la figure paternelle de Clarisse en fait. Il y a aussi Barney et le chauffeur de Crawford aussi, hein, qui ne font aucune remarque déplacée. C'est pas beaucoup, 3 mecs, dans tout un livre.
Le personnage de la coloc de Clarisse, Ardelia Mapp, est toujours présente dans le film, mais à moindre mesure, ce qui n'est pas forcément un mauvais choix, puisque Thomas Harris écrit leur relation comme tout mec qui s'imagine les pyjama parties des filles. Elle parle constamment de mecs, c'est le sujet de toutes leurs interactions. Même à la fin du bouquin, où sa pote vient d'être traumatisée par l'affrontement contre Buffalo Bill, de quoi est-ce qu'Ardelia Mapp lui parle? Du scientifique louche et lourd qui a dragué Clarisse au début du livre et qu'elle avait clairement envoyé bouler. Mais tu sais quoi finalement, elle va finir avec lui, c'est le meilleur candidat du livre après tout. Mais quoi? Clarisse, badass, putain de Starling, finit canoniquement avec ce gars qui est tout aussi creepy dans le livre que dans le film. Elle pouvait pas juste finir seule et heureuse, non, il fallait absolument qu'elle se trouve quelqu'un à la fin. Va te faire voir, Thomas. Oh bordel, je sais que tu peux faire pire. Buffalo Bill est un peu particulier parce que finalement dans le film, il est quasiment absent. Il ne sert, selon moi, que d'excuse pour l'avancement de la relation entre Hannibal et Clarisse, qui est le réel intérêt de l'histoire. Billy est beaucoup plus développé dans le livre, on a souvent des chapitres écrits de son point de vue, c'est un psychopathe qui n'arrive pas à comprendre pourquoi il se sent mal, et qui va devenir obnubilé par l'idée de changer de sexe. Dans sa tête, ça réglerait tous ses problèmes. Je vous ai déjà fait tout le discours sur la transidentité dans le bouquin, je vais pas le refaire. Le monologue intérieur de James Gumb est super intéressant selon moi, surtout pour comprendre sa vision du monde. Il y a un détail que j'adore et qui nous en dit long sur lui très vite, c'est que ses victimes, dans son esprit, sont des objets. Il en parle et leur parle comme s'ils étaient, j'allais dire des bêtes, mais non, il traite 1000 fois mieux les animaux, donc comme s'ils étaient des rouleaux de tissu. Des objets sans importance, qui font du bruit, qui risquent d'abîmer son matériel de couture si précieux, et qui le font juste chier. Il y a tout un chapitre où il nous explique comment il garde ses victimes plusieurs jours en les affamant pour que leur peau devienne plus élastique. Un autre où il décrit comment il s'occupe de la peau après dépeçage pour qu'elle ne craquelle pas et qu'elle soit facile à coudre. Un autre où il réfléchit à comment tirer sur Catherine pour conserver au maximum le morceau de peau qu'il veut récupérer. C'est glaçant. Et toujours de son point de vue, on le suit qui assiste à la naissance d'un de ses papillons et qui le traite avec tellement de délicatesse et d'affection, sans parler de son traitement de précieuse, qui est la prunelle de ses yeux. GG à Catherine d'avoir capté ça super vite et d'avoir réussi à l'utiliser contre lui. D'ailleurs, c'est aussi agréable d'avoir des chapitres du point de vue de la victime qui tente tout en son pouvoir pour s'en sortir, qui reste pas juste assise là à attendre sa mort. Buffalo Bill dans le livre n'est pas limité à cette scène, quoi. On a droit à un véritable personnage. Et un petit détail en plus, que je suspise que Thomas Harris a juste voulu ajouter pour ressembler à Psychose à ce stade, James a conservé le corps, pas de sa mère cette fois, mais de la propriétaire de la maison dans laquelle il est et qui bossait avec lui et la première victime à un moment. Il l'a gardé dans une baignoire, dans du plâtre rouge. C'est un peu le détail qui sert absolument rien. Le film fait des choix d'adaptation judicieux. Il enlève certains persos inutiles à l'intrigue, le secrétaire scatophile, l'avocat de Raspail, le docteur Bloom, Burrow et Brigham, que j'aime bien mais je conçois qu'il prendrait trop de temps dans le film. Il garde les détails qui ont de l'importance, genre la plupart des discussions entre Clarisse et Hannibal sont presque mot pour mot tirées du livre, bien qu'il y ait quelques changements pour rendre Hannibal plus impressionnant et classe. Et bien sûr, à la transition en format film, l'équipe a rajouté de nouveaux détails, comme les jeux de couleurs ou de regard par exemple. Et c'était assez drôle, je dois dire, de chercher les différences entre les deux, de voir ce qui fonctionne à l'écrit mais pas à l'écran, et qui a dû être modifié pour que ça passe. On a tendance à cracher sur le travail d'adaptation, le fameux « c'était vachement mieux dans le bouquin ». Mais dans le cas du Silence des agneaux, pour le coup, j'ai jamais entendu personne oser dire ça. Et à raison, selon moi. On est face à une adaptation qui dépasse l'œuvre originale. Ah, j'ai menti, c'était pas tout à fait la fin. Non mais il y a quelques détails qui rentraient pas dans les autres grandes parties, donc on va faire ça vite. Déjà, je tenais à souligner à quel point la curiosité et, sous-entendu, l'attirance de Crawford pour Clarisse dans le film est supra-gênante. Au moment de l'adaptation, ils ont délibérément enlevé le personnage de Bella, la femme de Crawford, donc ils ont volontairement fait un supérieur célibataire, alors que dans le livre, l'agonie puis la mort de sa femme est un aspect hyper important du personnage. Tu ne peux pas l'enlever juste parce que ça prend de la place, il fallait une bonne raison. Et la seule raison que je trouve, c'est de le rendre disponible. Mais bordel, il a 15 ans de plus que Clarisse. C'est son supérieur hiérarchique qui va décider de son affectation ou pas à son boulot de rêve à la BAU. Non, c'est pas normal qu'il l'aime bien. Dans le livre, Hannibal le suggère, mais c'est juste une tentative de plus d'être vulgaire et de déstabiliser Clarisse. C'est pas réel. Qui a cru que c'était une bonne idée comme suggestion, cette relation complètement inégale là? J'ai pas eu l'occasion de parler de la scène de l'autopsie non plus d'ailleurs, ou plutôt de celle qui précède
l'autopsie. Crawford abandonne Clarisse au milieu de flics locaux qui détestent le FBI, juste pour pouvoir parler en tête-à-tête avec leur patron. Cette scène est quasiment la même dans le livre, mais je l'aime profondément parce que c'est un rappel à un niveau supérieur de la scène de l'ascenseur. Clarisse perdue au milieu de mecs baraques et ici fumants, et qui subit leur attention négative tout en essayant de ne pas laisser ça l'atteindre. Mais son malaise se voit quand même. Et si elle en montre trop, ces mecs vont se sentir vainqueurs, donc il faut qu'elle fasse semblant du mieux qu'elle le peut. Et ce moment se termine après que Crawford soit revenu par Clarisse qui va physiquement au-dessus de ces gars en colère pour les virer de la pièce, en utilisant, comme face à Chilton, une explication juste assez polie et logique pour qu'on ne puisse rien lui reprocher. Et ça fonctionne. C'est une petite victoire, c'est pas comme si elle leur avait fermé leur gueule, mais ça ne rend le moment que plus réaliste et du coup satisfaisant. Selon moi. J'aime aussi beaucoup l'autopsie qui suit, notamment le choix propre au film de laisser le corps de la victime caché le plus longtemps possible. Clarisse et Crawford nous font la narration de ce qu'ils observent, mais nous, on ne voit quasiment rien. Ça permet cette impression de respect de la victime, qui, si vous vous rappelez bien, n'est vraiment pas le point fort du livre, qui joue avec le hors-champ, ce qui nous rappelle la scène de la photo de l'infirmière avec Chilton. On a la description de ce qu'on ne voit pas, donc on imagine des horreurs, mais contrairement à Chilton, Clarisse a des réactions scientifiques, mais aussi légèrement inconfortables face à ce qu'elle découvre. Au moment de l'ouverture du sac, elle est dos au cadavre et prend un léger temps pour se retourner. Elle met du vaporub sous son nez presque en cachette, loin de Crawford et Lamar. Tout nous place vraiment dans l'idée qu'elle doit et veut faire ça, mais que ce n'est pas du tout un plaisir et que la victime mérite que Clarisse trouve des réponses. Et plus la scène avance, plus Clarisse trouve son regard d'enquêtrice et de scientifique, plus on va voir les détails du cadavre, pas le corps entier. Ça ne servirait à rien qu'on voit la victime comme un corps nu sans vie. D'ailleurs, avant d'avoir droit à un plan plus large, les personnages retournent le cadavre. On a un peu l'impression que le film veut éviter à tout prix l'objectification et la sexualisation par la nudité simple de la victime. Vous saviez qu'on évite d'engager des hommes le plus possible dans les morgues? Pourquoi? Pour la même raison pour laquelle en Égypte antique, on laissait les corps des femmes se décomposer pendant 3 ou 4 jours avant de les embaumer pour qu'elles soient moins attirantes. Pareil, article en description, mais alors pour celui-là, faut s'accrocher. Sincèrement, je peux pas vous conseiller de le lire. On vit dans un monde de merde. Tout ça pour dire que j'apprécie beaucoup ce respect du corps de la victime qui pour certains serait symptomatique de la pudeur américaine, mais qui pour moi montre le regard médical et légal que Clarisse porte sur ce qui est la seule source de preuve que les agents ont sur Buffalo Bill. Ça ne nous apporterait absolument rien d'en voir plus, à part un choc gratuit, ce qui ne colle absolument pas avec les thèmes du film et le personnage de Clarisse. Autre scène dont j'ai pas trop parlé, celle de la dernière conversation entre Clarisse et Hannibal. J'ai pas de grosse analyse dessus, c'est juste qu'on a un retour brutal des POV du début du film, où on a à nouveau un Hannibal qui est physiquement au-dessus de Clarisse, et qui pourtant regarde droit devant lui dans la caméra. Pareil du côté de Clarisse. En plus de ça, les acteurs sont extrêmement proches de la caméra, on est sur du très gros plan là, que généralement j'aime pas forcément pendant les dialogues, souvent c'est mis là un peu gratuitement. Mais comme ces plans sont des rappels du début et que cette discussion est le climax de la tension entre les deux personnages, qui en plus est soumis à une contrainte de temps puisque Clarisse va se faire virer du bâtiment, les extrêmes close-up sont très efficaces pour nous foutre la pression, à nous comme à Clarisse, et donc à l'obliger de partager l'histoire tragique de son enfance, qui n'est pas la même que dans le livre. Le film a décidé par souci de clarté, je pense, de ne parler que du père de Clarisse et d'en faire un flic tué lors d'un braquage. Dans le livre, la mère de Clarisse a limite plus d'attention que son père dans l'histoire, qui est bien tué lors d'un braquage, mais on insiste sur le fait qu'il n'était pas flic, mais juste un veilleur de nuit. Donc à sa mort, la ville n'a pas vraiment compenser les Starling. Sa mère a dû prendre un job de femme de chambre et de cuisinière pour entretenir sa famille, mais ils étaient trop nombreux, donc l'aînée, Clarisse, a été envoyée dans le ranch de la cousine de sa mère, qui était un ranch à chevaux et à moutons, qui s'est avéré être juste un endroit de passage pour les animaux destinés à l'abattoir. Clarisse aimait particulièrement une des juments. Un matin, les cris des agneaux qu'on abattait a réveillé Clarisse, qui a décidé de partir avec sa jument, qui allait subir le même sort très bientôt. Elle a réussi à la sauver en allant avec elle dans un refuge luthérien. Dans le film, on oublie la jument et Clarisse s'enfuit avec un des agneaux qui finit tué quand même. L'image des cris d'agneaux qui s'éloignent petit à petit alors que Clarisse s'enfuit reste la même, mais le film offre plus d'importance à ces agneaux, ce qui est logique, ça m'a toujours paru bizarre cette histoire de jument dans le livre, finalement on s'en fout un peu des agneaux alors que c'est le titre. Dernière scène dont j'ai pas parlé, l'affrontement final entre Buffalo Bill et Clarisse Starling. Là aussi, niveau analyse, c'est pas bien compliqué. La chose que je voulais souligner, c'est la réapparition des POV, encore et toujours, cette fois-ci, celui de James Gumb qui observe Clarisse au travers de ses lunettes de vision nocturne. Cette obscurité ambiante refuse à Clarisse le POV inverse. Le pouvoir est complètement entre les mains de James Gumb par défaut. Le jeu de pouvoir par le regard qu'on a depuis la première séquence du film est utilisé à la fin pour enlever toutes ses capacités à notre personnage
principal. Même si elle voulait être au même niveau ou prendre le dessus, elle ne le pourrait pas. Cette utilisation précise est surtout là pour la tension qu'on subit alors qu'on voit une Clarisse qui est prise au piège et quasiment sans défense face à son adversaire. Mais on peut aussi comparer ça à la scène lors de laquelle James observe la naissance d'un de ses papillons avec ses mêmes lunettes. Il tient un être tellement fragile dans la paume de sa main que lui seul a les capacités d'élever en captivité. Un mauvais geste et il disparaîtrait. Ses lunettes lui permettent cette espèce de voyeurisme fasciné que personne d'autre sur la planète ne peut avoir. Et ce, avec les papillons et Clarisse. Seulement lors de ce voyeurisme, le papillon est fragile et sans aucune défense. Clarisse, elle, vient de passer un film entier à nous prouver que ce n'était pas son cas. J'apprécie aussi énormément la panique de ce vidage de cartouches sur Buffalo Bill, puis le rechargement maladroit. Ce sont des gestes que ce personnage connaît par cœur. Elle est spécifiquement talentueuse en tir, je le rappelle. Et pourtant, sous la pression absolue de cette situation, elle ne peut pas cacher son stress. On a beau suivre des heures et des heures de cours sur le terrain, tout est différent. La fin du livre n'est pas exactement la même que celle du film, aussi. Hannibal s'échappe et se barre à Rio, oui, mais il ne traque pas Chilton pour le manger et envoie une lettre finale à Clarisse, mais aussi à Barney. Bon, lui, il a été viré du film, donc c'est logique qu'on n'ait plus cette lettre-là. Et pourtant, je la trouve limite plus intrigante que celle de Clarisse. Pourquoi est-ce qu'Hannibal Lecter, le psychopathe ultra-violent, remercierait-il son geôlier ? Recouper les traits de caractère de Clarisse et de Barney nous donne une bonne image de ce qu'Hannibal respecte réellement. L'honnêteté et la politesse, ça on le savait, mais aussi la qualité et la diligence d'un boulot bien fait, peut-être. Clarisse est un bon agent, Barney est le seul garde à connaître et respecter parfaitement les règles de sécurité qui entourent Hannibal, tout en le traitant comme son égal. Bref, à part cette lettre, parlons un peu de l'adaptation de Chilton. Pas le personnage en lui-même, mais plutôt ce qui lui arrive dans l'histoire. Il a deux gros changements dans le film. C'est lui qui va oublier un stylo dans la cellule de Lecter au moment où il devient un peu trop arrogant, et il sera puni par un Hannibal Lecter qui le traque et le mange. Le défaut principal du personnage est utilisé contre lui, ce qui va nous offrir un arc beaucoup plus satisfaisant que dans le livre, où il est juste en disgrâce après qu'un de ses patients les plus connus se soit échappé. Voilà, je sais, j'ai pas parlé de la production du film, des coulisses ou de sa perception, mais honnêtement, c'est déjà trop long. Allez, la suite.